et à tous, et nous sommes ensemble aujourd'hui pour remettre le prix des lecteurs de la ville de Brive avec Suez. Et sans plus tarder, je vais laisser à Philippe Lescure, adjoint au maire de Brive, en charge de la culture, le soin de nous donner le nom de la lauréate. Le suspense est entier. Oui, le suspense est entier. Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'autorisez quelques mots avant de Évidemment. dévoiler la lauréate. Hier, sur un autre prix, il y avait suspense parce qu'on ne connaissait pas à l'avance. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais je vais en venir à la lauréate dans quelques instants. Je voulais simplement, au nom de la ville de Brive, au nom de son maire, Frédéric Soulier, vous dire combien c'est important pour la ville du livre d'avoir le prix des lecteurs de la ville de Brive. C'est très important dans notre volonté de promouvoir la lecture dans tous ses aspects, lecture publique, lecture pour les jeunes, lecture pour les moins jeunes. Et évidemment, la Foire du livre est un élément très important. Et les autrices et les auteurs que nous récompensons nous aident aussi à atteindre cet objectif de permettre au plus grand nombre de lire. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi compliqué dans une période où évidemment les outils de communication sont très nombreux, mais le livre reste, je crois, tout à fait essentiel. Je voulais, si vous me permettez de ces quelques mots, et sans être trop long, remercier notre partenaire Suez, qui est à nos côtés et qui dote ce prix de la ville de Brive. Donc merci à vous de nous accompagner. Et c'est aussi très important qu'au-delà des institutions, les partenaires privés puissent accompagner la Foire du livre et les lauréats et lauréates. Alors, j'en viens bien entendu au prix des lecteurs. Nous avons aujourd'hui le prix des lecteurs de la ville de Brive. Nous avons dans d'autres occasions le prix des lecteurs corréziens. Je suis élu au département. Et j'ai constaté que les lauréats et lauréates que nous primons ont toujours un très grand succès. Donc je fais parfaitement confiance au choix de nos concitoyens brivistes pour avoir, si on peut dire, et si vous me passez l'expression, avoir la bonne main pour que votre livre, qui connaît déjà un grand succès, en connaisse un encore plus grand. Et en tout cas, nous sommes très honorés et très heureux de vous donc décerner le prix de la ville de Brive pour l'heure des femmes, Adèle Bréau. Et merci beaucoup pour votre présence et pour la qualité de ce livre qui est absolument magnifique. Merci. Bravo, bravo Adèle, on peut effectivement l'applaudir. Adèle Bréau, autrice donc du roman L'heure des femmes, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. L'heure des femmes, c'est votre 7e roman, vous êtes journaliste et romancière, et ce roman, il raconte l'histoire de votre grand-mère, Ménie Grégoire, devenue célèbre quasiment du jour au lendemain, à l'approche de la cinquantaine, avec une émission de radio sur RTL. L'histoire de votre grand-mère est bien plus, évidemment, et on va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, je vais laisser le soin à Nicolas Cottiche, directeur de la Société des eaux du bassin de Brive Suez, le soin de vous remettre le prix. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'avoir l'occasion de remettre une nouvelle fois ce prix des lecteurs Ville de Brive Suez. Adèle Bréau, avant de vous féliciter et de vous remettre ce magnifique trophée, qui est pour moi une œuvre d'art, puisqu'elle est faite aussi localement sur le territoire. Et je tiens à saluer la qualité aussi du travail et de la formation de la filière ébénisterie du lycée Lavoisier à Brive, puisque ce sont effectivement eux qui ont créé ce absolument trophée. Voilà, et ce sont un collectif d'élèves qui chaque année façonnent ce trophée, et c'est ce qui fait aussi une des spécificités de notre prix des lecteurs. Alors moi je dis en toute transparence, c'est ce que je vous disais effectivement lorsque l'on s'est rencontrés, je vous remercie parce que j'ai découvert ce que signifiait le terme sororité. Alors probablement que tout le monde connaissait par cœur ce terme, mais moi j'en ai découvert la définition au travers cette très belle lecture, et je crois que le mot est bien choisi pour qualifier et témoigner de l'engagement de votre grand-mère, hein, la dame de cœur, dans effectivement la cause féminine. Au travers du roman, hein, on voit effectivement l'évolution de cette cause féminine depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que le roman nous révèle aussi et nous rappelle quelque part qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir sur ce sujet-là. Voilà. Avant de vous remettre le prix, je tiens à remercier évidemment la ville de Brive, l'ensemble des organisateurs qui, aux côtés de la médiathèque, des lecteurs qui sont ici présents et qui vous ont élu cette année pour ce magnifique trophée, je crois qu'ils font
de ce trophée et aussi de cet événement de la Foire du Livre une des plus belles rencontres littéraires en France. Voilà, donc bravo, félicitations Adèle Bréau, et je crois ce qui est important cet après-midi, c'est de pouvoir vous laisser échanger avec votre public de lecteurs. Voilà. Bravo, bravo Adèle. Peut-être un petit mot. Merci infiniment. J'ai rencontré certains d'entre vous ces 2 derniers jours. J'ai eu ce matin une dame qui est venue me voir qui m'a dit moi j'achète tous les ans le prix des lecteurs de Brive, les yeux fermés. Je n'ai jamais été déçue, donc petite pression, mais merci à vous. Je sais que vous êtes un jury qui va de 23 à 84 ans, d'hommes et de femmes. Je suis d'autant plus fière que voilà, c'est un roman qui se veut transgénérationnel, qui s'adresse aux femmes et aux hommes. Les personnages d'hommes dans le livre sont également très importants. Et un prix des lecteurs, c'est toujours extrêmement touchant. Donc merci pour ça. Je pense forcément beaucoup à ma grand-mère aujourd'hui, dont je sais grâce à une personne d'entre vous qu'elle était venue ici à Brive en 67, au début de cette aventure que je raconte dans le livre. Donc voilà, merci pour elle, merci pour toutes les femmes, on va en parler, qui lui ont écrit, qui l'ont écouté, qu'elle a aidé. Ce type de prix, le livre est sorti en janvier, permet vraiment de continuer à le faire vivre, de faire la lumière sur ces femmes, sur cette cause et sur tous ces droits qui, pour certains, ont une fulgurante évolution et pour d'autres sont en régression. Donc merci. Merci Adèle. Peut-être un mot avant de parler plus dans le détail de l'histoire de ce roman, parce qu'aujourd'hui c'est un prix des lecteurs, des lectrices qui vous est remis, et je trouve ça d'autant plus beau que quelque part ce sont des lectrices, celles de Marie-Claire, qui vous ont donné l'impulsion pour écrire ce roman. Oui, c'est vrai que ce roman, il est né vraiment d'un échange. Enfin, le fil conducteur, c'est vraiment un échange entre femmes, lecteurs et lectrices. C'est mon 7e roman, vous me disiez. Je n'avais jamais eu, paradoxalement, l'idée d'écrire sur ma grand-mère, dont j'étais pourtant très proche, qui était journaliste, qui écrivait sur les femmes comme moi, jusqu'à écrire un jour un article dans Marie-Claire sur ma grand-mère. Et je m'attendais à avoir des retours d'auditrices de l'époque qui me diraient qu'elles se souvenaient de l'émission. Et j'ai eu beaucoup de retours de femmes plus jeunes, voire très jeunes pour certaines, qui me disaient déjà qu'elles la connaissaient, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, et qui me disaient « Ah, mais en fait, ma grand-mère écoutait, et du coup, elle a élevé ma mère différemment. Et ma mère elle-même nous parlait souvent de cette dame en disant « Il faut que tu sois indépendante, il faut que tu écoutes tes envies, que tu sois libre. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que, par ricochet, déjà, elle continuait à parler aux générations d'aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'on est à une période où il y a certains droits féminins et d'autres qui sont en régression dans des pays qui nous sont pourtant proches. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait vraiment un jeu de mise en miroir des époques qui ferait un joli roman. Totalement. Et peut-être, avant que je vous pose d'autres questions, peut-être certaines ou certains d'entre vous, membres de jury, avaient envie de dire quelques mots de ce que vous avez aimé dans ce roman, ce qui a fait que vous avez souhaité lui remettre ce prix. On va rentrer évidemment davantage dans le détail de l'impact de l'émission sur plusieurs générations de femmes. On va parler évidemment aussi de Ménie Grégoire et de sa relation avec son mari, qui est aussi extrêmement importante et qui raconte aussi beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un veut se lancer à juste dire quelques mots de ce vote pour le livre d'Adèle? Bonjour Adèle, Bonjour. On s'est rencontrés vendredi. Comme je vous ai dit, ce livre m'a permis de connaître votre grand-mère parce que je ne la connaissais pas par rapport à mon âge. J'ai vraiment bien apprécié ce parallèle que vous avez fait entre sa période et maintenant. Moi, la question, qu'est-ce que vous en pensez si ce genre d'émission radio de nouveau pouvait être mis en place à cette période-là? Parce que
Je sais pas si... Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Par rapport à ce qui se passe, parce que pour moi, le droit des femmes peut-être a changé par rapport à tout ce qui était prise de pilules, qui était vraiment encore très 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 mal perçu. Parce que vous parlez quand même la personne Esther qui quand même se fait frapper. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette émission de radio pourrait peut-être être mise à l'ordre du jour, peut-être sur certaines radios? Moi, je pense que ce serait bien, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde a l'occasion et la liberté de parler sur les réseaux sociaux notamment, d'avoir accès à des informations mais qui ne sont pas forcément classées ni modérées. Et je pense que si une personne justement était vraiment le point convergent entre toutes ces questions et le fait de mettre en relation justement ces femmes aurait du sens. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir sur le salon, notamment des institutrices ou des sages-femmes, des infirmières, qui m'ont dit qu'aujourd'hui encore, on avait beau parler de tout, entre guillemets, on continue à parler de rien. On se confie souvent plus facilement à un inconnu qu'à ses plus proches. Donc après, il faut trouver la bonne personne, mais je pense qu'il y aurait encore une place aujourd'hui pour ce type d'émission. Ouais. Pour recontextualiser, vous pourrez continuer évidemment à poser les questions. On est en 67 quand l'émission est créée. C'est la première fois que des auditeurs, et à partir des auditrices, ont la parole sur RTL. Et c'est vraiment un succès énorme et immédiat. Il y a un journal qui titre « Comment Ménie Grégoire est devenue la femme la plus écoutée du monde ». C'est absolument fou ce qui se passe à ce moment-là. Oui, c'est vrai que je pense que le succès de l'émission est le fait de plein de choses, de la personnalité de ma grand-mère, qui était vraiment quelqu'un à qui on se confie. Il y a des personnes comme ça, on les voit, on a envie de leur parler. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a vécu jusqu'à 95 ans, donc je l'ai connue très longtemps. Les gens, même des amis à nous, continuaient à se confier à elle. Même après sa mort, on a appris qu'il y a des amis à nous qui allaient la voir l'après-midi pour lui parler. Donc il y a évidemment ça. Il y a aussi l'époque, 67, c'est voilà, la pilule qui vient d'être mise en place. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge dans la société. Et puis il y a évidemment RTL qui lui demande de venir parce que pour la première fois, on donnait la parole aux auditeurs. Mais personne n'avait envisagé que les auditrices seraient si nombreuses à appeler parce que finalement, on ne leur donnait pas la parole. Elles étaient très isolées les unes des autres. C'est vraiment ce que j'ai le plus vu dans les lettres que j'ai pu consulter. Évidemment, elles soulèvent plein de gros sujets de société, mais vraiment ce qui était le plus émergent, c'est la solitude extrême les unes par rapport aux autres, et d'écouter l'émission les a mises en contact et a fait qu'elles ont pu se donner la main et que vraiment, y a eu cette déferlante. Vous parliez des lettres que vous avez pu consulter, peut-être une parenthèse qui n'en est pas une, mais justement, elle a légué votre grand-mère aux archives d'Indre-et-Loire les lettres qu'elle a reçues. Il y en a près de 100 000, également les bandes de ces émissions. C'est absolument incroyable d'avoir pu conserver tout ça et tellement précieux sur ce que ça dit de ce moment-là dans la société. Oui, mais c'est vrai que l'idée du roman, au départ, a été d'écrire donc sur ma grand-mère, parce que je me suis dit, il faut que je raconte ce destin incroyable. Mais la construction s'est faite vraiment au fil de l'eau. Très rapidement, il m'est apparu qu'il fallait parler des auditrices, parce que c'était vraiment ça, l'histoire importante, l'impact que l'émission avait eu sur ces femmes dont on ne parle pas. Et quand j'étais petite, ma grand-mère avait gardé toutes les lettres qui étaient dans le courrier de notre maison à Rochecorbon. Donc je passais des heures à lire ces courriers auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Et puis un jour, fort heureusement, elle a décidé de les confier aux archives d'Indre-et-Loire. Il y en a effectivement près de 100 000. C'est assez vertigineux parce qu'il y en a même certaines qui n'ont jamais été ouvertes tellement la masse est importante. Mais sociologiquement, d'avoir ces 15 ans de témoignages, c'est fou. Et c'est vraiment en lisant une petite partie de ces lettres que se sont construits les personnages de Mireille et Suzanne, en l'occurrence, qui sont fictifs parce que ça reste un roman, mais qui sont extrêmement nourris de ces témoignages très forts et totalement, d'une intimité folle dans leur confession à ma grand-mère. Et on peut justement parler de ces deux personnages, si vous le voulez bien. Vous êtes l'autrice d'un roman qui a connu un grand succès, qui s'appelle Frangine, et donc vous avez créé deux sœurs dans ce roman. Comment est-ce que vous avez synthétisé quelque part
par rapport à toutes ces lettres que vous aviez lues, par rapport à toutes ces émissions que vous aviez écoutées, comment est-ce que vous avez créé ces personnages de ces deux sœurs et comment est-ce que vous avez finalement choisi qui elles allaient être et ce qu'elles allaient porter dans le roman? Elles se sont, ça m'arrive souvent, elles se sont vraiment imposées à moi. Le personnage de Mireille, voilà, il est né d'une lettre et je voulais vraiment montrer cette femme, et elles étaient nombreuses à l'époque. Mère de 6 enfants. Voilà, qui était contrainte par les grossesses, qui au départ voulait 1, 2, 3 enfants, et ça continue, et on sent vraiment l'emprisonnement au quotidien. Parce que 67, légalisation de la contraception, mais en fait, c'est là où on se rend compte que finalement, c'est aussi un biais de croire qu'à partir de ce moment-là, d'un seul coup, absolument. En fait, il y avait plein de femmes qui ne savaient pas. Il y a un dossier énorme aux archives sur la contraception, et quand on lit dans les livres, c'est la force de la fiction de pouvoir montrer ça. On voit 67 la pilule, on se dit ok c'est bon, 68 tout le monde sait tout, et en fait quand on lit les lettres jusqu'en 75-80, il y a énormément de femmes qui disent soit la pilule ça donne le cancer, ou la pilule ça rend stérile, et puis il y en a énormément surtout qui parlent du fait qu'elle n'est pas remboursée, donc c'est un peu un produit de luxe, pas accessible à tout le monde. Et puis surtout dans les toutes petites villes, soit il n'y a pas de pharmacie, soit il y en a une, aller prendre la pilule, ça fait mauvais genre. Donc c'est pas du tout accessible. Et Mireille, c'était important qu'elle ait un couple, je dirais classique, parce que c'est un couple qui s'aime, mais qui est un peu victime de son époque, dans le sens où lui a été élevé d'une façon avec laquelle on élevait les garçons et qui ne sait pas faire autrement. Et elle aussi n'a pas idée de la liberté qui lui est offerte par cette époque. Voilà, donc Mireille, elle était assez installée. Et puis, il y a eu Suzanne qui est arrivée et qui, elle, a cette grossesse non désirée. Et puis, je pense que je suis rattrapée par cette histoire de sœur que j'adore. Suzanne s'est complètement imposée et a fini par prendre une très grande place dans le roman, comme leur relation de sœur. Et on parlait tout à l'heure d'un autre personnage qui est au cœur également de ce roman et qui vous permet de mettre en regard justement ces deux époques. C'est le personnage d'Esther, qui est documentariste et qui est essentiel dans ce roman justement pour raconter déjà que on parle beaucoup de libération de la parole des femmes ces dernières années, mais qui permet de raconter que c'était déjà arrivé quand on entend les femmes parler, de montrer le chemin parcouru, mais aussi, encore une fois, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, comment est-ce que finalement il y a des retours en arrière et comment aujourd'hui ce sont les mêmes interrogations qui ne se posent pas exactement de la même façon, mais qu'en tout cas il y a des interrogations très similaires. Complètement. Là-dessus, très particulièrement, ma grand-mère a aussi légué tous les articles qu'elle a faits. Et j'ai lu un jour dans un article qu'elle disait, et ça doit dater de 70, elle dit vous ne vous rendrez pas compte du nombre de lettres que je reçois sur l'inceste. L'inceste est partout, il est dans toutes les familles, il est dans tous les milieux, vous ne vous rendez pas compte. Et au moment où j'ai lu cette lettre, c'était le moment de l'affaire Kouchner, où on redisait exactement cette même phrase dans les journaux. Et je me suis dit, je comprends enfin ce concept d'un sujet qui va émerger, dont on pense qu'il est réglé parce qu'on en a parlé, et qui finalement est réenterré par une société qui veut pas l'entendre, et qui fait que finalement il faut sans cesse continuer. Donc le personnage d'Esther me permettait, sans faire de longs discours, mais juste en de montrer la vie d'une femme qui, elle, typiquement a la liberté de choisir son corps, ses droits, d'être en couple ou non, et qui a une liberté financière qui fait qu'elle n'est pas soumise à son conjoint pour vivre, et qui, malgré ça, connaît des violences conjugales. Donc ce personnage était vraiment important. Je ne savais pas forcément au début de quelle manière il allait être relié, à part à se plonger dans la vie de ma grand-mère, aux autres. Mais la construction est partie de cette mise en regard des époques. Et dans cette émission, énormément de sujets sont abordés. On parlait de la contraception, on parle aussi de désir féminin, d'avortement, d'indépendance financière, de violence faites aux femmes. Et on disait que ce sont des auditrices qui appellent, mais des hommes aussi appellent. Et il y a notamment ce policier qui l'appelle Mény Grégoire et qui dit qu'il est un homme violent. Ça a permis aussi
d'avoir cette parole-là, que cette parole-là soit entendue aussi. Et ce passage-là, typiquement, est retranscrit tel quel, parce que y a certaines bandes qui ont commencé à être numérisées. La très bonne nouvelle, c'est que l'INA là, va numériser l'intégralité des émissions, parce que voilà, les bandes commencent à s'abîmer et on ne peut les écouter que sur place aux archives. Donc ça va être extraordinaire. Et j'ai eu accès donc aux enregistrements de cette émission où les hommes violents appelaient ma grand-mère. Et c'est vrai que celui-ci était tellement fort dans sa sincérité, son abjection et la manière dont elle lui parle calmement pour l'amener quand même à se confier, à essayer de décortiquer la manière dont ça se faisait. Voilà, c'était important de le retranscrire comme ça. Comme certaines lettres, au départ, je n'avais pas forcément prévu d'intégrer des lettres telles quelles, mais il y en a certaines qui sont tellement ahurissantes de méconnaissance des femmes, de tout. Et des hommes, et puis celle aussi très violente à l'encontre de ma grand-mère, que voilà, j'ai voulu les retransmettre telles quelles, on n'a rien touché, et c'est des témoignages assez forts. Je parle beaucoup. Oui. La symbolique est importante et M. Lescure souhaitait remettre en main propre le trophée réalisé, et M. Cotiche aussi, par les élèves du lycée Lavoisier, et ils veulent se partir après. Complètement, oui, et je pense qu'on peut applaudir du coup à nouveau Adèle, et j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la parole tout de suite. Et avec ce trophée, on le rappelle, ce trophée réalisé donc par les élèves ébénistes du lycée Lavoisier, et quelques photos encore de la remise de ce prix pour ce magnifique roman L'heure des femmes, qui résonne très fort chez chacun, chez chacune, et dont on va continuer de parler immédiatement. Et je le disais, j'ai beaucoup parlé, et j'aimerais vous laisser à vous la parole, encore une fois, soit pour... Merci beaucoup, Monsieur Lescure, d'avoir été avec nous pour partager ce moment. Peut-être si certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Adèle, ou encore une fois des réflexions par rapport à la fois à ce qu'on a dit, mais aussi par rapport à des choses qu'on n'a pas encore dites, ou bien simplement pour nous raconter de quelle façon est-ce que ce roman vous a touché. Oui, je vois madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir si ces enregistrements étaient accessibles au public ou le seraient. Alors, il y en a certains, mais très peu, qui ont été numérisés par l'INA, donc on peut les avoir sur Internet. Mais comme je le disais, là, il y a enfin un accord qui a été signé entre RTL et l'INA pour numériser l'intégralité des bandes qui sont toutes aux archives, et donc qui vont être accessibles en ligne. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions ? C'est vrai qu'il s'agit beaucoup de droits des femmes dans votre livre, mais quel était aussi le rôle de votre grand-père dans cette histoire ? Alors, c'était très important pour moi dans ce livre de montrer à quel point les hommes étaient importants pour ma grand-mère. On me parle souvent de son féminisme, mais je sais que je ne l'ai jamais entendu prononcer ce mot. Donc son féminisme, il était dans ce qu'elle faisait et pas conceptuel. Et elle avait une grande admiration pour tous les hommes qui l'ont portée. Elle avait, ce sont des hommes qui l'ont mise à l'antenne. Complètement. Elle avait 4 frères déjà qui l'ont élevée, entre guillemets, et auxquels elle s'est identifiée dans la liberté qui leur était offerte. Il y a son père qui lui a permis de quitter Cholet et d'être la première fille bachelière et d'aller à Paris, alors que sa mère n'était pas forcément pour. Il y a ensuite ces 2 hommes, dont Jean Farand, qui la mettent à l'antenne de RTL, qui vont être à l'origine de ce succès et puis de cette émission. Et puis il y a évidemment mon grand-père. Et le soutien inconditionnel. Complètement. Et on me demande souvent quelle est la part de réel et de fiction. Dans le personnage de ma grand-mère, je dirais qu'il y a bien 90% de réel. Le fictionnel n'est vraiment que là pour la relier au personnage. Beaucoup des anecdotes que je raconte sont vraies. Et pour ce qui est de mon grand-père, qui effectivement au départ était un conseiller d'État, donc elle avait vraiment, dans la première partie de sa vie, œuvré à sa carrière à lui, en organisant des dîners, en élevant les enfants. Et quand elle a été à l'antenne, lui était assez ami avec Pompidou à l'époque.
qui devient président, et l'histoire aurait voulu que mon grand-père soit ministre. Et c'est vrai que dans ma famille, on raconte souvent cette histoire où Pompidou lui a dit j'aurais voulu que tu sois ministre, mais à cause de Meunier, je ne peux pas. Et mon grand-père, ça lui allait très bien comme ça. C'est vrai qu'il a été très important pour elle. Il l'a vraiment laissé s'épanouir dans cette carrière. Et moi, quand j'étais petite, je les ai toujours connus ensemble, et il la regardait, comme dirait ma mère, comme la 7e merveille du monde. C'est très très beau. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, ou encore une fois, même juste partager quelques mots par rapport à votre lecture, votre réception de ce livre? Y compris dans le public, hein. Tout à fait, y compris dans le public, évidemment, pas seulement les membres du jury. Peut-être pour parler, parce qu'on est face donc aux membres du jury, et sans doute à des futurs lecteurs et lectrices, depuis la sortie de ce livre, et c'est ce que vous disiez un petit peu au début de cette rencontre, mais vous recevez beaucoup de courriers et de messages sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, j'imagine, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou en tout cas pas de cette importance. Qu'est-ce que vous disent les gens, et comment est-ce qu'en tant que romancière, est-ce que vous recevez ces témoignages-là comme justement la confirmation que l'intuition qu'il fallait le raconter cette histoire était la bonne? J'imagine aussi que on découvre des choses sur ce qu'on a écrit qu'on n'avait pas forcément imaginé au moment de l'écriture, parce que forcément on y met ce qu'on est, ce qu'on veut y mettre, et puis il y a des choses qui sont mises dedans sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces témoignages, de ces messages que vous recevez? Alors, c'est vrai que je suis assez active sur les réseaux sociaux, donc je parle souvent avec mes lecteurs et lectrices, mais je n'avais pas du tout anticipé plusieurs choses avec ce roman. Déjà, on me demande souvent tu dois être tellement heureuse de la remise en lumière de ta grand-mère. Alors, oui, effectivement, et j'avais pas... Enfin, j'ai écrit ça de manière assez naturelle, et au départ, on écrit... pas pour soi, mais parce qu'on est porté par un sujet sans savoir si ça va intéresser les gens, et le fait que ça les intéresse est extraordinaire, d'autant plus quand c'est des jeunes de la nouvelle génération qui la connaissaient pas et qui me disent oh c'est fou, je connaissais pas cette femme, tout ce qu'elle a fait, du coup je vais sur internet justement pour regarder des vidéos, écouter des émissions, donc ça c'est extraordinaire, et je sais que ma grand-mère était tellement heureuse, donc rien que pour ça c'est voilà, c'est comblant. Et surtout, la deuxième chose qu'on me dit beaucoup sur les salons, c'est des lectrices qui viennent me dire j'ai fait lire votre livre à ma mère, à ma grand-mère ou à ma fille. Et du coup, on a énormément parlé de leur vie de femme, chose qu'on ne faisait pas parce qu'il y avait un tabou, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément idée, en se réveillant le matin ou même au fait de Noël, de dire est-ce que tu as été heureuse, est-ce que tu t'es sentie assez libre, et ta mère, comment était-elle avec toi? Et le fait que ce livre soit un support de dialogue entre les femmes de plusieurs générations, c'est extraordinaire. Support de dialogue, et c'est ce que disait Nicolas, il parlait de l'importance de la sororité, et c'est ça aussi qui est extrêmement galvanisant et porteur à la lecture du roman. Oui, et c'est vrai moi je trouve, et c'était aussi l'idée de raconter cette histoire, il file la pêche dans le sens où on se dit vraiment à plusieurs et entre femmes justement de plusieurs générations, qu'est-ce qu'on est forte. Y a aussi le fait que le second chapitre de la vie de ma grand-mère, et notamment les débuts de sa carrière, a commencé à 50 ans, surtout encore plus à cette époque-là, mais dans une société où la vie des femmes à l'époque, à 40, on disait, et puis même aujourd'hui, souvent en entreprise, on dit à 45 ans qu'on est senior. Voilà, le fait de lire ce destin qui débute un peu à la cinquantaine. Et qui dure, parce que c'est jusqu'en 81, et puis c'est parce qu'il y a la télé, enfin on donne beaucoup d'arguments, mais en tout cas c'est quelque chose qui dure, et encore une fois, et c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, mais c'est comment est-ce que cette femme a réussi à parler à toutes les femmes, ou en tout cas comment est-ce que chacune a pu avoir envie de se raconter auprès d'elle. Ça c'est un tour de force, parce que... mais il y avait même des enfants, et beaucoup d'enfants qui appelaient le jeudi après-midi à l'époque, des hommes, il y en a quand même 20% qui lui ont écrit. Et ce que je raconte dans le roman, c'est qu'au départ, quand on lui a demandé de faire parler les femmes, entre guillemets, en lui disant elles diront bien ce qu'elles veulent, on verra, il n'y avait pas forcément d'appel
d'autant plus qu'elle était dans une émission avec d'autres hommes qui lui laissaient assez peu la parole. Et le déclic s'est fait le jour où elle a lu un courrier d'électrice du magazine Elle, auquel elle a répondu et qui a fait écho chez les auditrices à leur propre histoire. Et en fait, la technique de confession est née de ça, est née du fait de prendre un exemple qui est très qui parle à tout le monde à une époque donnée et qui fait qu'ensuite d'autres ont voulu se confier et que les auditrices, ensuite il y a beaucoup de lettres qui commencent en disant la dame d'hier c'était moi, j'ai la même histoire. Et puis c'est vrai que sur les 15 ans d'émission il y a aussi quelque chose, outre les femmes, de l'ordre de la sociologie. On voit l'évolution de la société et des centres d'intérêt et des problèmes dans les foyers qui évoluent constamment. Et peut-être un mot quand même de ce titre et de cette heure des femmes, parce que vous disiez, il y a les enfants qui appellent aussi le jeudi, ils peuvent appeler parce que justement cette émission a lieu en début d'après-midi, alors qu'on lui avait plutôt demandé de faire une émission du soir, et c'est elle qui a dit mais non, il faut que ce soit l'heure des femmes. Complètement. Savoir que le titre, on l'a vraiment trouvé au dernier moment. C'est les choses les plus naturelles qui viennent pas, finalement. Et c'est vrai que, oui, l'histoire de l'heure de l'émission, c'est que, donc, on lui dit... tu vas avoir ta propre émission, les femmes vont t'appeler, et elle dit j'ai jamais fait de radio, je sais pas faire ça. Donc bref, elle est hésitante, et on lui dit on fera ça le soir, comme ça les gens sont détendus, ils appelleront. Et elle a dit tout de suite ah non, pas le soir. Et pourquoi? Parce que les hommes seront là, alors que l'après-midi, donc l'heure à laquelle était programmée l'émission à 14h, puis ensuite ça a débordé parce qu'elle était plus longue, c'était l'heure où les enfants faisaient la sieste, où les maris étaient à l'usine et où les femmes ont eu la liberté de se confier, même si quand on lit tous les articles de l'époque, on voit qu'à l'usine aussi, les gens avaient leur transistor et écoutaient l'émission. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions? Oui, madame? Je voulais dire que l'heure était quand même faite pour les femmes qui ne travaillaient pas. Je suis de la génération qui aurait pu l'écouter, mais je travaillais moi à l'époque, donc j'ai très peu entendu les émissions, j'en ai entendu parler, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est un peu dommage, mais je suppose qu'à l'époque, il y avait pas... C'était sûrement mieux que le soir, je suis d'accord. Oui, de toute façon, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette liberté de confession. Et il y avait à l'époque beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas, mais vous pourrez les écouter. Bien sûr, oui. Je pense aussi que ça a plus touché les générations de jeunes qui, à l'époque, enfin dans les années 60-70, avaient entre 15 et 25 ans, que peut-être les femmes de 25 à 40 ans qui commençaient en grande majorité à travailler. Je pense que c'est ça. Alors, c'est intéressant que maintenant... C'est vrai qu'il y a beaucoup de courriers de jeunes couples, notamment, et de jeunes femmes. Et peut-être que sur l'âge plus de la vie active, il y en avait moins. Oui, voilà. Je retourne aux archives la semaine prochaine, je vais regarder, parce que je voudrais ajouter des lettres dans la version poche. C'est vrai que quand on écrit, on ne sait pas forcément quel équilibre il faut avoir. Et j'ai beaucoup de gens qui me parlent des lettres et qui me disent à quel point elles sont fortes. Il a fallu faire une sélection, mais je vais essayer d'en ajouter dans la version poche. Je crois que la dame à côté de vous, non ? Ah, il m'avait semblé que vous preniez le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Oui. On m'entend? Ah, voilà. On va commencer par le public et on reviendra vers le devant. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis doublement heureuse que vous ayez obtenu ce prix des lecteurs. Donc, je remercie le jury des lecteurs. Je suis venue hier, j'ai pris votre livre pour une de mes nièces qui est sage-femme. Donc, vous savez que maintenant, les sages-femmes pallient au manque de gynécologues. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de patientes, elle est en libéral, elle a beaucoup de patientes pour des séances de gynécologie. Et sa passion, c'est aussi de s'occuper des femmes dans des situations les plus précaires, etc. Donc je pense qu'elle trouvera un écho, puisque je l'ai pris pour elle, dans votre livre. Donc voilà, ça c'est déjà une chose que je voulais dire. Et après, je suis aussi très heureuse que le trophée vous revienne, parce que c'est un trophée. Je suis professeure documentaliste au lycée Lavoisier,
Et donc les élèves ébénistes et les brevets des métiers d'art fabriquent les trophées chaque année. Et c'est vrai qu'ils y mettent du cœur. Et ils font quand même pas mal de trophées. Et à chaque fois, ils essaient d'imaginer au plus proche pour le prix pour lequel, à la personne à laquelle ça va revenir. Donc voilà. Et peut-être que nous remerciez-les de ma part, oui. parce que je sais que c'est compliqué le dimanche pour qu'ils soient là. Bon, après, oui. Je reviendrai à Brive, comme vous le savez. Voilà, c'est ça. Et vous aurez peut-être l'occasion de venir les voir et visiter. Avec grand plaisir. Ils seront très fiers de vous faire visiter les ateliers ébénisterie du lycée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y avait une autre... Oui, juste devant. Bonjour. Bonjour. Donc bravo, moi je faisais partie du comité de sélection des bibliothécaires, donc on a beaucoup lu, on a été très touchés par votre livre, on est très content effectivement que vous soyez primé aujourd'hui. Je sais que c'est la première fois que vous venez à la Foire du Livre de Brive, est-ce que vous pouvez nous livrer vos ressentis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end à Brive ? Alors, je suis effectivement très heureuse parce que comme j'ai débuté dans l'édition, j'entends parler de Brive depuis des décennies. Je rêvais de venir, donc j'ai beaucoup écrit pour venir. Je suis très bien accueillie donc pour cette première venue. J'ai adoré le salon. J'ai adoré le fait qu'il y ait énormément d'auteurs, qu'il soit accessible, que ce soit un lieu de dialogue. J'ai rencontré plein de gens passionnants et on fait pas mal de salons, nous les auteurs. Et c'est vrai qu'ici, on sent vraiment une vraie passion de la lecture. Les gens viennent vraiment pour parler du livre, posent des questions, de la manière dont on écrit. On sent que c'est des grands lecteurs, donc j'ai adoré. J'espère revenir. Il paraît qu'il faut que je demande à mon éditeur. Et j'ai une question, est-ce que vous avez eu, puisque on peut voir sur la couverture du livre à l'écran une citation de Bernard Lehu, est-ce que vous avez eu des retours de professionnels de la radio, soit qui ont travaillé avec votre grand-mère, ou bien qui aujourd'hui, puisqu'on demandait s'il y avait encore des espaces, alors il y a des libres antennes où ce ne sont pas les mêmes choses forcément qui se disent, mais j'imagine que des femmes ou des hommes, moi j'ai découvert votre grand-mère en lisant ce roman, mais que ça donne aussi ce goût-là à ceux qui ont déjà cette sensibilité de l'écoute, du partage. Est-ce que vous avez comme ça des retours de journalistes, femmes et hommes, qui ont été touchés par ce livre, un endroit différent peut-être de lectrices et de lecteurs De personnes qui ont travaillé avec elle, il en reste plus beaucoup, à part Bouvard. Mais quand j'étais à RTL pour l'émission de Flavie Flament, qui pour le coup, elle est assez inspirée par ma grand-mère et connaissait bien son destin, il y avait une personne qui est passionnée des archives radiophoniques et donc qui me parlait de cette époque. Et c'est vrai que je le raconte dans le livre, il y avait un côté assez... potache mais cruelle aussi. Quand elle est arrivée à la radio, c'était un milieu très masculin. Elle, c'était vraiment son bureau avec ses assistantes. C'était un peu le bureau dit des bonnes femmes. Et elle a été assez chahutée à l'époque à la radio. Donc voilà ce que j'ai su de cette époque. Mais oui, Flavie Flament, typiquement, était assez touchée par cet exemple de radio. Il y a eu Macha, ensuite, qui a suivi il y a eu le doc de Doc Eddie Fool. Je sais que ma grand-mère l'avait rencontré. Il y avait Brigitte Lahaye qui a repris quand même pas mal le flambeau avec son émission, qui avait rencontré ma grand-mère, que j'ai rencontrée à l'occasion de la sortie du livre. Caroline Blanche. Ouais. Parce qu'effectivement, ces espaces existent, mais c'est vrai que là, on a le sentiment d'un seul coup, parce que c'était très nouveau, que c'était ici que ça se passait, et que ça permettait que chacun ne soit pas dans son coin, parce que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières différentes de s'exprimer. Il y a encore la radio, évidemment, mais il y a les réseaux, et que de pouvoir être confronté à des témoignages qui ne sont pas les nôtres, dans lesquels on peut se reconnaître, mais en étant vraiment toutes et tous réunis. C'est vrai que c'est ça qui serait compliqué aujourd'hui de faire, parce que forcément, il y a un éclatement.
Mais moi, ce qui me marque, c'est que la radio et la voix restent encore extrêmement actuelles. Ça pourrait être un média qui a été enterré, il s'est passé tellement de choses depuis. Et je pense que la confession, elle est née aussi du fait de la voix de ma grand-mère, dont on me parle beaucoup et dont je me souviens très bien moi aussi. Et ça crée une intimité immédiate. Exactement, et de la voix tout court. Je sais que l'émission, ils avaient essayé de l'adapter à la télévision et ça fonctionnait pas parce qu'il y a vraiment cette intimité, cet anonymat auquel elle tenait énormément. Elle rappelait toujours à ses assistantes de jamais donner ni le prénom ni la ville des gens. Et il y en a même certains qui disaient bah non, dites que j'habite à Brive, ça me va très bien. Elle tenait vraiment à ce que vraiment l'anonymat et les voix de ces personnes soient délestées de toute identification possible. Dans les lettres, c'est pareil, c'est ma tante qui est donc chargée de donner son accord aux gens qui veulent aller aux archives, ce qui est faisable pour des étudiants, des sociologues ou qui veut aller consulter. Mais vraiment, la condition sine qua non, c'est de respecter l'anonymat des gens, ce que j'ai fait dans mon livre. Et pour ne pas avoir de présupposés aussi, parce que un nom, une ville, on peut d'un seul coup imaginer des choses alors que c'est tellement important d'être à l'écoute du fond en réalité. Après, j'ai des gens, notamment une personne qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais retrouver la lettre que ma mère… » C'est très compliqué à moins d'avoir l'année. Et puis, encore une fois, il y en a certaines qui n'ont pas été ouvertes. Mais c'est vrai qu'il y a des destins qui ont été modifiés par l'émission. Comme je le raconte dans le livre, il y a vraiment des femmes et des familles qui ont eu leur destin modifié par ma grand-mère et par cette émission, ce qui est assez vertigineux. Complètement. Merci infiniment, Adèle Bréau, et bravo encore pour ce prix des lecteurs de la ville de Brive. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne fin de foire du livre.